Allez, super. Il n'y a pas besoin normalement, en fait, elle est directement accessible dans la conversation. Ouais. C'est informatique. Mais après, si moi je veux la récupérer pour pouvoir la télécharger, pour pouvoir rogner les moments et mettre des petits trucs sympas, il faudra juste que tu m'ouvres les droits Ok, pour pas la de souci. modifier sur Drive, c'est tout. Bon, de toute façon, demain, je te team et on voit si tu as accès et on ajustera si besoin. Super. Bon, et ben, Allez, bonne soirée. merci beaucoup. Merci Marie, à la prochaine. Ciao. Hop, et je vois qu'il y a Mélanie qui nous a rejoint. Bonjour Mélanie. Hop. Bonjour. Bonjour. Hop, bah écoutez, je pense qu'on va commencer, hein, même s'il n'y a pas tout le monde qui est encore arrivé, c'est pas bien grave. Ils rattraperont en cours de route, donc c'est pas un souci. Du coup, bah, écoutez, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Cette formation a fait suite aux 2 premières formations que j'ai pu donner déjà sur le Knowledge Center, qui traitait en premier lieu des notions, on va dire, de la BI de manière très générale. On a fait une deuxième session ensuite sur les présentations des concepts clés de Power BI. Donc, c'était vraiment une suite logique par rapport à la première session. Et aujourd'hui, on attaque, on va dire, le domaine du décisionnel sous un autre angle, sur l'aspect vraiment design. Moi, j'aime bien parler de l'analyse par le design et comment réaliser des dashboards sexy avec Power BI. Donc, pas d'inquiétude, cette formation, on va dire que ça ne nécessite pas forcément de prérequis, autant sur les connaissances de Power BI que sur des connaissances décisionnelles. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que voilà, la BI, c'est vraiment le traitement de données pour piloter l'activité d'une société ou d'un groupe. Et aujourd'hui, on va voir comment, avec l'outil Power BI, qui, je le rappelle, est un outil de data viz, on va pouvoir vraiment créer des dashboards interactifs, sexy, avec un effet qu'on appelle souvent un effet waouh. L'effet waouh, c'est ce que utilisent les commerciaux de Microsoft ou de SAP typiquement. C'est vraiment de créer un dashboard qui va plaire visuellement à l'utilisateur et forcément, quand on a quelque chose qui est très visuel en face de nous, on a envie de l'analyser. Et au-delà de l'aspect très UI, UX, hein, quelque chose d'interactif, etc., il faut qu'il y ait un intérêt derrière pour l'analyse et qu'il y ait vraiment une information qui soit communiquée au travers du dashboard. Donc aujourd'hui, on ne va pas apprendre à faire que des choses jolies, on va aussi apprendre à faire des choses qui sont pertinentes pour vos utilisateurs et, ou pour vous-même, hein, typiquement, quand vous allez créer des dashboards. Donc, alors, là, je vais passer à l'introduction, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas eu tout le monde déjà en session de formation, mais mon nom, moi, c'est Enzo Rido. Je suis chez Clanic depuis février, donc ça fait pas si longtemps que ça fait moins d'1 an. J'ai été recruté en tant qu'expert décisionnel. Principalement, moi, j'ai une expertise sur les solutions SAP, mais depuis 2 ans, même bientôt 3 ans, je fais du Microsoft, donc je rajoute une corde à mon arc. Et aujourd'hui, moi, je suis expert sur toute la chaîne décisionnelle, surtout sur de la chaîne décisionnelle avec des outils de SAP. Et j'affine mon expertise encore aujourd'hui sur des solutions Microsoft. Voilà. Donc, comme vous le constatez, hein, j'ai pris un rôle aussi de formateur. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que ce soir, j'interviens sur une petite heure de formation pour, à minima, vous donner quelques clés pour que vous puissiez être autonome sur l'outil Power BI. J'aime dire en début de formation que c'est pas un monologue, je suis pas là pour étaler l'information, je suis pas là pour juste vous balancer de l'info, qu'il n'y ait pas d'échange. Le but, c'est que si vraiment vous avez une question, n'hésitez pas à vous rallumer votre micro et vous me posez la question. Vous verrez, ce format-là, en plus, il est un peu particulier parce que je vais faire une partie théorique assez rapide, pas plus de 10 minutes, où je vais vous présenter vraiment qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire. Et après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va développer, enfin, ensemble, je vais développer directement devant vous le dashboard Power BI. Donc, n'hésitez vraiment pas s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, vu que forcément, pas tout le monde est initié à la BI. Peut-être qu'il y aura des termes qui ne sont pas très clairs pour vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas, je le répète, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous souhaitez clarifier. Je reste disponible. Voilà. Donc, normalement, ça durera jusqu'à 19h. Si on dépasse un peu, j'essaierai d'accélérer, mais dans l'idée, à 19h, on devrait avoir fini. Voilà. Donc, quels sont les objectifs de cette heure? Donc, clairement, il faut qu'on découvre ensemble les étapes clés de la réalisation d'un dashboard avec Power BI. Alors, pourquoi les étapes clés? Parce que Power BI, ce n'est pas juste un outil où on va venir aspirer la donnée et créer notre rapport
directement. Il y a plein d'étapes dans Power BI qui sont plus ou moins intéressantes pour vous. Si vous êtes néophyte, il y a plus ou moins de choses qui vont être accessibles et à votre portée. Mais dans l'idée, il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire sans même connaître l'outil. Donc, on va vous donner ces étapes clés pour que vous puissiez, vous, en autonomie, ensuite réaliser des dashboards. On va ensuite appréhender les notions de tableau de bord de manière générale. Pourquoi de manière générale? Parce qu'aujourd'hui, ce que je vais vous donner comme information, ce n'est pas applicable qu'à Power BI. C'est aussi applicable à d'autres outils, type Tableau, type Qlik, type SAP Webby, qui sont aussi des outils décisionnels et qui, du coup, ont forcément les mêmes objectifs en finalité. Et du coup, tout ce que je vous dis, c'est pas que pour du Power BI. Il y a certaines choses qui sont vraiment spécifiques à Power BI, mais il y a d'autres choses que vous pourrez réexploiter sous d'autres outils de restitution. Il y a aussi la notion d'être capable d'identifier un besoin d'analyse et de le porter par le design. Alors, pourquoi identifier un besoin d'analyse? Parce qu'aujourd'hui, créer un tableau de bord pour juste créer un tableau de bord pour faire quelque chose de joli, c'est pas intéressant. Il faut faire un recueil de besoins, il faut savoir pourquoi le tableau de bord doit être créé, à quel moment il doit être diffusé, pour quel type d'utilisateur c'est destiné, et surtout quel est le besoin vraiment réel de l'utilisateur, quel KPI il doit voir apparaître, quel est le niveau de granularité qu'il doit avoir au niveau du dashboard. Tout ça sont des choses vraiment plus que essentielles à la réalisation d'un tableau de bord qui va être pertinent pour vos utilisateurs. J'aime à dire qu'on travaille clairement à 4 mains quand on développe un tableau de bord parce que l'utilisateur doit être vraiment partie prenante à 100% du développement associé au tableau de bord. Et ensuite, dernier objectif, c'est de connaître les bonnes pratiques. Donc, vous verrez, on aura une liste de bonnes pratiques pour réaliser ce qu'on appelle un tableau de bord design, tout simplement. Donc, par contre, je n'ai pas la prétention d'avoir des compétences UI, UX ou même de designer, mais il y a des choses qui sont assez évidentes, des choses qui sont tout simplement de bonnes raisons et qu'on peut appliquer absolument dans Power BI. Voilà. Une fois qu'on là, on a défini les objectifs. Maintenant, quand on parle de dashboard ou de tableau de bord, qu'est-ce qu'on évoque? Donc, il faut garder à l'esprit que le tableau de bord ou le dashboard en anglais, ça doit être un outil d'aide à la décision. Donc, quand on dit d'aide à la décision, c'est qu'on va transformer de la donnée en information. Donc, le but, c'est d'apporter quelque chose de supplémentaire à l'utilisateur qu'il n'a pas actuellement. Le but, c'est pas d'apporter de la complexité à l'utilisateur, c'est de créer un dashboard qui parfois peut être tout à fait simpliste, mais qui apporte vraiment de l'information pertinente. On parle souvent de faire apparaître un KPI, un camembert, avec un filtre qui permet de filtrer sur un pays de manière dynamique. Parfois, ça peut totalement suffire à l'utilisateur. Il ne suffit pas de faire des choses qui sont hyper complexes, hyper farfelues. Des fois, d'aller à l'essentiel, c'est le principal. Tant qu'on répond à la notion d'aide à la décision, on est vraiment dans les clous de la BI. Donc ça aussi, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que de faire des choses hyper complexes, hyper farfelues, avec des graphiques qui ne sont pas, on va dire, conventionnels, mais parfois ça peut porter à confusion. Donc il faut garder à l'esprit que la simplicité, parfois, c'est l'efficacité. Voilà. Donc, comme je disais, il y a aussi la notion de mettre en avant des résultats de manière concise et graphique aussi. Vu qu'on est sur une notion, comme je dis dans le 4e bullet point, on est sur une notion de data visualisation, on n'est pas du tout dans une notion de reporting opérationnel. C'est quoi aujourd'hui la grande différence entre ces deux notions-là? C'est qu'aujourd'hui, la data vis, on va raconter une histoire au travers d'un dashboard, au travers d'un graphique, au travers de données pertinentes. Le reporting opérationnel, on va être peut-être sur le même périmètre de données, mais à la différence de la data vis, on va présenter différemment l'information. La data vis va avoir beaucoup de graphiques, beaucoup de couleurs, beaucoup de KPI, des logos à droite, à gauche, des filtres qui permettent de dynamiser justement l'information qu'on affiche. Alors que le reporting opérationnel, c'est un peu différent. On va être sur des tableaux de bord Excel-like, on peut appeler ça, où on va avoir des tableaux croisés dynamiques avec des colonnes bien fixes, on va avoir 3000 lignes qui vont apparaître avec 20 colonnes, et l'utilisateur va travailler sur un tableau très figé, très fixe. C'est bien différent de la data vis qui, elle, se veut à un niveau plus agrégé, où au lieu d'avoir 2000 lignes, on va avoir un KPI qui agrège, qui fait une somme de ces 2000 lignes pour faire apparaître de l'information. Et au travers de filtres, on va descendre dans le détail pour activer encore plus d'informations pour l'utilisateur.
Donc, il faut garder ça à l'esprit aujourd'hui, c'est que là, on n'est pas sur une notion de reporting opérationnel, et ça fera d'ailleurs peut-être le sujet d'une autre heure de formation, c'est comment faire du reporting opérationnel avec Power BI ou avec un autre outil. Voilà. En finalité, bien sûr, les tableaux de bord et dashboard, on est là pour vraiment permettre de mesurer la performance ça dépend, l'évolution d'une donnée particulière. Si on continue, moi j'aime parler d'étapes clés dans la conception d'un tableau de bord. Alors, la liste, elle n'est pas du tout exhaustive, hein, c'est vraiment moi, par rapport à ma propre expérience, ce sont les étapes que j'essaie de respecter quand vraiment je mets en place un tableau de bord, et c'est des choses qui, vous verrez, sont assez basiques. Avant toute chose, une fois qu'on a identifié les exigences, identifié le public cible, qu'on a trouvé les mesures les mieux adaptées à mettre en forme dans le dashboard. Donc, quand je dis les mesures adaptées, c'est typiquement, moi, je veux voir apparaître mon chiffre d'affaires, je veux le chiffre d'affaires moyen cumulé sur toutes les années, je veux aussi le chiffre d'affaires de l'année dernière pour faire une comparaison, je veux mon résultat net. Une fois on a vraiment défini toutes les mesures qu'on souhaite faire apparaître dans le dashboard, mais aussi les axes de diffusion, parce que peut-être que le chiffre d'affaires, on le veut de manière très agrégée, mais aussi on le veut réparti par agence, on le veut réparti par type de produit, par exemple. Il faut que tout ça, on le définisse en amont pour qu'on puisse, nous, derrière, imaginer et, entre guillemets, maqueter notre tableau de bord. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a vraiment une liste d'étapes qui sont, selon moi, les plus pertinentes et les plus importantes à respecter pour la création d'un tableau de bord. Donc déjà, en prérequis, c'est de bien définir l'objectif de son dashboard pour être le plus pertinent possible. Il n'y a rien de pire que de développer pendant un mois un tableau de bord qui, au final, ne sera pas exploité parce qu'il n'est pas pertinent pour l'utilisateur cible. Voilà, donc ça, clairement, c'est le prérequis numéro 1 à bien définir avec la personne qui va consommer le dashboard. Étape numéro 1, gérer son périmètre de données. Qu'est-ce que j'entends par gérer son périmètre de données? C'est que vu qu'on a défini les mesures que nous allons diffuser sur l'écran, il faut qu'on récupère seulement les données dont on a besoin pour créer notre dashboard. Alors pourquoi se restreindre vraiment et se limiter à notre jeu de données? C'est pour des questions de performance. Il faut éviter de récupérer toutes les données disponibles dans son data warehouse ou dans son entrepôt de données et de les mettre dans Power BI et de jouer avec. Le mieux étant de les récupérer au fur et à mesure et de ne récupérer que ce dont on a besoin pour des questions de performance et de fluidité. Puisqu'on est sur un dashboard, il faut que ce soit réactif, qu'il y ait l'interactivité. Donc l'interactivité, si quand on clique sur un filtre, ça met 5 minutes à s'actualiser à droite, c'est pas pertinent pour l'utilisateur. Il faut que ce soit vraiment du tac au tac. Et du coup, c'est vraiment avec cette étape 1, quand on va gérer son périmètre de données, qu'on va pouvoir éviter des dérives et donc éviter de surcharger son rapport. Étape 2, c'est de bien préparer la structure de son dashboard. Sous PowerPoint, par exemple, pour une maquette, vous pouvez tout à fait imaginer on va dire l'architecture de votre dashboard sous PowerPoint pour vraiment proposer une maquette à votre utilisateur, voire même réexploiter cette maquette-là pour utiliser vraiment un background de votre tableau de bord Power BI. On le verra après comment on fait pour mettre un background dans Power BI. Vous pouvez tout à fait réutiliser l'étape 2 pour vraiment créer un fond dédié à votre dashboard que vous allez réexploiter dans Power BI. Étape 3, gérer le format de la page, sa taille et son orientation. Tout simplement, c'est quel format on veut faire apparaître dans le dashboard. Il y a des tableaux de bord qui existent de manière verticale, d'autres qui sont pour la plupart du temps présentés de manière horizontale. Est-ce qu'on veut faire apparaître un dashboard au format 16/9, au format 4/3? Est-ce qu'on a une taille spécifique propre au dashboard dans notre société? Et dans ce cas-là, il faut gérer ces notions-là. Parce que bien évidemment, au plus on a une taille de page qui est grande, au plus on peut mettre de l'information, et au plus elle est petite, et au plus les graphiques et les visuels vont être condensés les uns sur les autres. Étape 4, il faut bien choisir ces graphiques que l'on souhaite mettre en place. On verra en slide 5, j'ai un petit art de décision qui vous permet de choisir correctement vos graphiques. Étape 5, c'est de choisir des couleurs qui sont pertinentes ou se baser sur une charte graphique propre à votre groupe ou à votre client. Pour ça, je vous ai mis un petit site qui permet de générer automatiquement des palettes de couleurs avec des dégradés, etc., qui est super sympa et qui permet d'éviter de choisir des couleurs très basiques, très flashy, qui ne sont pas super visuelles, le tout étant de porter de l'information aussi par les couleurs et d'éviter des incohérences. Donc, le choix des couleurs, vous verrez, est super important dans
dans la réalisation de votre dashboard. Étape 6, vous pouvez agrémenter de logos l'ensemble de votre dashboard pour justement faciliter la compréhension. Donc typiquement, lorsqu'on parle de chiffre d'affaires, de revenus, un petit logo avec de la monnaie qui apparaît. Quand on fait de la cartographie sur du monde, un petit logo avec le monde tout simplement. Ça permet justement d'agrémenter votre dashboard et de porter encore plus cette notion-là de tableau de bord. Étape 7, faire de l'interactivité. Donc, on verra, Power BI par défaut, il y a tout qui est interactif, donc ça, c'est super. Quand on clique sur un graphique, ça filtre l'autre côté. Quand on clique sur un segment, ça me filtre automatiquement l'ensemble de ma page Power BI par rapport à ma sélection. C'est super réactif. Donc, l'interactivité fait partie prenante et vraiment est indispensable au dashboarding. Et ensuite, étape 8, donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la symétrie dans vos rapports. Donc, quand je parle de symétrie, c'est d'avoir des tailles de graphiques qui sont identiques, qui sont bien alignées, pour avoir quelque chose de lisible et qui est cohérent aussi dans votre dashboard. Voilà. Donc tout ça, vous inquiétez pas, on va le reprendre ensemble dans Power BI en direct, mais il fallait que je vous liste toutes ces étapes-là qu'on va justement reprendre dans Power BI. Alors, juste pour vous expliquer, ce sont justement ce fameux arbre de décision que je vous mettrai à disposition. Donc là, il n'est pas très lisible parce que c'est une capture d'écran, mais j'ai la slide d'origine. Donc, cet arbre de décision vous permet, en fonction de votre besoin, donc quand je parle de besoin, c'est est-ce qu'on veut comparer une information, est-ce qu'on veut distribuer une information, est-ce qu'on veut montrer sa composition ou sa relation. Et au travers de ces 4 axes-là, on va remonter sur des sous-branches, tout simplement, qui vont, en fonction du nombre de valeurs que vous souhaitez afficher ou le nombre de variables que vous souhaitez afficher dans le graphique, vous rediriger vers les graphiques qui sont les plus adaptés. Donc, cette étape de décision-là, je vous invite fortement à le consommer parce qu'il vous permet vraiment d'exploiter et d'utiliser des visuels qui sont les plus pertinents pour votre dashboard. Non, c'est ça que je voulais faire, non plus. Hop, voilà. Là, on le voit un peu mieux. Mais dans l'idée, voilà, donc là, c'est pas super lisible, mais par exemple, si on parle de quelque chose de très simple, si on veut comparer des données, si on veut les comparer par rapport à des valeurs, par rapport au temps, si on a beaucoup de périodes, on voit que des données cycliques sous forme de radar, c'est super pertinent, ou un diagramme à courbe non cyclique, bien sûr, est très pertinent aussi. De manière générale, ce n'est pas une vérité absolue. C'est juste que ces graphiques-là sont adaptés à ces types de besoins. Donc, n'hésitez pas à le consommer. Ça permet, selon moi, d'être les plus pertinents possibles lorsque vous allez créer vos dashboards, parce que le but, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est de porter de l'information. C'est pas que votre dashboard il soit incohérent, qu'on ne comprenne pas comment il est construit, et de garder une cohérence vraiment pour votre utilisateur dans l'analyse. Après, ça facilite le tout. Si votre utilisateur met 15, 20 minutes, voire 30 minutes à comprendre le dashboard, c'est pas intéressant et du coup, tout l'intérêt du dashboard est perdu. Je ne sais pas pourquoi ça fait des zooms. Voilà. Donc là, on va passer à la phase de démonstration directement sous Power BI. Donc moi, c'est un dashboard que j'ai réalisé sous Power BI, justement. Donc pour vous expliquer le contexte de la présentation, on va jouer avec un jeu de données du gouvernement. Donc le gouvernement met à disposition des datasets sur le site data.gouv.fr. Et typiquement, j'ai récupéré des données de Pôle emploi qui remontent les besoins en main-d'œuvre dans la France métropolitaine, mais aussi dans les DOM-TOM. Donc, initialement, on a un fichier Excel basique avec, je crois, 7 ou 8 colonnes sur l'année 2021 qu'on va venir comparer à 2020 et on va venir vraiment porter de l'information au travers d'un dashboard. Donc, pour vous montrer à quoi ressemble initialement le fichier, initialement, il ressemble... Tac, ça je vais fermer, on verra plus tard. Le fichier, initialement, il ressemble à ça. Donc, on a, comme je vous le disais, on a une dizaine de colonnes à peu près qui reprennent vraiment des données de 2021. Et on a 3 indicateurs ici qui sont présentés juste là. Donc ça, ce sont le nombre de besoins métiers qui ont été remontés, le besoin de recrutement, le nombre de besoins de métiers jugés difficiles qui ont été remontés et le nombre de métiers jugés saisonniers qui ont été remontés, avec une diffusion par région, par département et surtout par type de métier. Donc on part d'un fichier Excel, vous voyez, qui est très long, qui a, je crois, plus de 50 000 lignes, je ne sais plus exactement combien il y a de lignes. Il y a 50 000 lignes, une dizaine de colonnes, et on doit retomber sur ce type de reporting-là. Voilà. Donc, ça prouve toute la puissance de Power BI aussi, c'est qu'au travers de 3 indicateurs,
on va retomber vraiment sur ce type d'information. Donc, comment ça se passe sous Power BI? Donc, tac, 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 pour vous montrer. Donc ça, c'est le dashboard final et on va voir toutes les étapes qui vont permettre de retomber sur ce type de dashboarding. Donc, on va repartir d'une page blanche, d'accord? Donc, vous démarrez Power BI juste ici. Hein. Bon, vous ne faites pas en direct si vous n'avez pas le jeu de données, mais si vous souhaitez le refaire plus tard et tenter d'arriver au même résultat, n'hésitez pas à le faire. Je vous mettrai à disposition le jeu de données aussi. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous n'arrivez pas à faire, on pourra tout à fait travailler ensemble sur le sujet. Donc là, on a ouvert Power BI, on a notre premier rapport qui a été créé. Donc, il faut savoir que dans Power BI, un rapport, c'est égal à un document et une page, c'est égal à un onglet, si on fait la comparaison avec Excel. Oui, Jean Jaurès? Ouais, petite question, c'est donc par rapport aux données. Oui. C'est forcément des fichiers Excel ou il y a possibilité de faire des appels via des API ou tout ça? Tout à fait, tout à fait. J'allais y venir justement, mais c'est une très bonne question. Donc là, nous, on va se baser, pour la simplicité de la présentation, on va se baser sur ces deux jeux de données qui sont là et là. Donc, on a juste deux jeux de données sous format Excel, mais pour la présentation, c'est le plus simple de prendre de l'Excel. Mais quand on ouvre Power BI, quand on va venir appeler nos données, vous avez ici l'option « Obtenir des données ». Donc là, si je clique sur le plus, ici, hop, ça va bien s'ouvrir, voilà. Donc là, quand on veut obtenir des données, on a toutes les catégories de données qu'on peut venir appeler. On a la catégorie de base qui est fichier, donc c'est la catégorie qui va nous intéresser. Classeur Excel, texte CSV, XML, JSON, PDF, peu importe. On a des notions de base de données ici, où tu peux aussi retrouver, donc là, moi, je n'ai pas le plugin, mais tu peux récupérer tous les API associés à du SAP, etc., par exemple aussi. Tu as toutes les notions de Power Platform à ce niveau-là. Tu peux aussi récupérer directement les données que tu as dans ton cloud Azure, par exemple. Tu as aussi des données de services en ligne. Donc, par exemple, je sais que Facebook fait un API pour venir justement aspirer la donnée depuis Power BI. On a aussi, tu vois, par exemple, un API LinkedIn ici. Donc, nous, on fait au plus simple. Aujourd'hui, dans Power BI, donc, on prend du Excel. C'est quelque chose que je maîtrise, un périmètre qu'on maîtrise en plus. Mais demain, si toi, tu as un besoin plus précis et plus complexe, entre guillemets, tu peux tout à fait récupérer des données autre part que du fichier Excel. Ok. Voilà. Mais de manière générale, hein, là, tout ce que je vais expliquer, la première étape d'obtenir les données, ça n'impacte pas tout ce qu'on va faire après. Là, aujourd'hui, moi, je me base sur du Excel, mais si demain, on avait une base de données, ça serait exactement le même cheminement pour la création du dashboard. Donc, nous, on va récupérer notre fameux classeur Excel que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, on clique sur « Se connecter ». Hop, on va revenir sur le bureau, Knowledge Center. Hop, et là, on voit nos deux fichiers Excel. Donc, on va prendre le premier, ici. Tac. On va l'insérer dans Power BI. Donc là, il nous demande de sélectionner quelle feuille on souhaite faire apparaître dans Power BI. Nous, la description des variables, elle ne nous intéresse pas parce que c'est juste la traduction des colonnes, donc ce n'est pas intéressant pour nous. Par contre, nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est ce jeu de données-là. Donc là, on est dans la première étape de gérer son périmètre de données. Une fois qu'on a sélectionné notre feuille, on va cliquer sur « Transformer les données ». Alors, pourquoi on va les transformer? Vous allez voir, pour une question de lisibilité, bien évidemment. Hop. Donc là, on se retrouve. Hop, je vais faire juste des mots. Je vais faire un petit groupe comme ça, ce sera plus clair pour vous. Là, on a voilà, notre jeu de données qui a été intégré. Donc, on retrouve exactement la même structure qu'on avait dans le fichier Excel. Si on fait une comparaison, c'est exactement la même chose. On a exactement la même chose qu'on a dans Excel sous Power BI. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir transformer la donnée. Quand on parle de transformer la donnée dans Power BI, vous avez vu, quand j'ai cliqué sur « Obtenir les données » et que j'ai cliqué sur « Transformer », j'ai une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte qui s'appelle « Éditeur Power Query ». L'éditeur Power Query vous permet de mener des actions sur le jeu de données que vous venez d'importer dans Power BI. Quand je dis mener des actions, c'est par exemple renommer une colonne, modifier les valeurs qu'il y a dans vos lignes, changer la première lettre en majuscule ou en minuscule, par exemple, fusionner des jeux de données ensemble, les concaténer pour avoir une seule et même tâche avec toutes vos données à l'intérieur. C'est dans Power Query que vous allez mener ce type d'action. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est juste notre périmètre de données, là, il est géré. On est sur une année de 2021, c'est parfait, on a toutes nos données. On voit que dans nos colonnes, on n'a pas forcément d'erreur.
sauf une colonne qui a une erreur, c'est ici. On voit qu'à ce niveau-là, on rencontre 5 erreurs. Donc ces erreurs, d'où elles proviennent? Elles proviennent en fait tout simplement, je le sais parce que j'ai eu l'erreur précédemment, ça provient du département 2B. En fait, vu qu'on est sur un type numérique ici, vous allez voir, tac, si je viens ici, on voit qu'on est sur un nombre entier, donc le type de notre département, c'est un nombre entier. Et vu que dans les départements, on a aussi les départements de la Corse, enfin de la Haute-Corse et de la Basse-Corse, on a forcément des départements en 2B et en 2A, par exemple. Donc du coup, il nous met nos départements, notre colonne département, en erreur. Il nous dit que, attention, on a 5 lignes là, tout de suite, qui sont en erreur. Et quand les lignes sont en erreur dans Power BI, elles n'apparaîtront pas dans votre jeu de données. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire ici? C'est tout simplement, on peut modifier le type ici. On peut cliquer ici, modifier le type et passer de nombre entier à texte, par exemple. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous modifiez le type de votre colonne directement depuis un clic droit sur la colonne, modifier le type ici. Soit vous pouvez, dans la navigation, je vais revenir ici. Voilà, ici, type modifié. Vous pouvez venir ici, vérifier votre colonne, elle est ici ma colonne département, et on voit que le type, c'est du int 64, alors que nous, on veut du texte. Donc, soit vous modifiez directement dans la colonne ici, soit vous modifiez dans le code M, ce qu'on appelle, on parle du langage M à cette étape-là, soit vous venez juste copier-coller, par exemple, le type texte dans la colonne département, vous validez, et normalement, s'il veut bien, non, il ne veut pas me corriger. Pourquoi vous me corrigez? Alors, normalement, il me le corrige. Hop. Et s'il veut bien, normalement, il va venir me corriger mon jeu de données. Voilà. Et on voit que là, on est passé à 100% valide et qu'on n'a plus d'erreur. Donc, on est rassuré, d'accord, ça apparaîtra bien dans notre jeu de données et dans notre dashboard. Ça, typiquement, le périmètre, c'est hyper important de vérifier que les données que vous allez faire apparaître, il n'y ait pas de manquement pour pas que l'utilisateur se dise, mince, pourquoi, quand je vais consommer ma donnée, je n'ai pas de données sur la Corse, alors qu'il doit y en avoir. Super important. On retrouve ensuite nos 3 indicateurs ici qui sont présents. Donc, ce qu'on peut faire, pour une question de lisibilité aussi, c'est tout simplement renommer nos colonnes pour éviter qu'il y ait des incompréhensions, parce que la notion met, ça parle à personne. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on peut venir renommer encore via un clic droit notre colonne, en l'appelant par exemple besoin, hop, nommer. On va venir ici renommer, encore une fois, besoin, recrutement difficile. Là. Et ensuite, on va faire besoin recrutement. Là, au moins, on a nos 3 colonnes qui sont préparées. Sauf que là, vu qu'on est sur des colonnes qui vont permettre de vous générer des indicateurs, on voit que le type n'est pas bon. On voit qu'à gauche de la colonne, on est sur du type texte. Pourquoi on est sur du type texte? Parce que dans les données, pour le coup, le gouvernement, enfin du moins le gouvernement, l'équipe IT n'ont pas été super intelligents, c'est qu'au lieu de mettre une valeur à 0, ils ont mis une petite étoile pour dire qu'il n'y a pas de données sur la ligne. Donc pour remplacer cette information-là, pour remplacer l'étoile par un 0, on a une possibilité dans Power BI de remplacer la donnée. Comment on fait? On clique sur la ligne qui nous intéresse, on fait remplacer les valeurs, et là il va nous demander, ben voilà, on doit rechercher la valeur étoile et par quoi on la remplace. Nous, on veut juste la remplacer par un 0. On la remplace et on voit que toutes les lignes qui avaient une étoile ont été remplacées par un 0. On répète l'action pour les 3 indicateurs, pour qu'on soit cohérent. Tac. Et à partir de là, on va pouvoir justement modifier nos 3 colonnes pour modifier le type et non plus les avoir en texte, mais les avoir en nombre entier. Alors pourquoi c'est hyper important? Parce que demain, quand vous allez vouloir faire un cumul de données pour avoir l'ensemble des besoins de recrutement, si vous êtes en type texte, la fonction d'agrégation somme ne fonctionnera pas parce qu'on est sur un type texte. Donc c'est hyper important de vérifier le type des données que vous allez exploiter dans le dashboard. Donc là, on passe tout simplement en nombre entier. Et là, on voit qu'avec 3-4 clics, on a tout de suite purifié notre jeu de données
Et on est retombé vraiment sur un jeu de données beaucoup plus propre et beaucoup plus exploitable, sans erreur, et avec des typologies très cohérentes qui vont nous permettre de réaliser toutes les actions que l'on souhaite mener. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans l'éditeur Power Query parce que ce n'est pas le sujet. Dans tous les cas, ce n'est pas le sujet. Mais là, on est vraiment sur des choses très basiques de l'éditeur Power Query où on va venir remplacer des données, modifier le nom des colonnes, etc. On peut aller beaucoup plus loin pour vous montrer. Dans les jeux de données que moi j'ai exploités pour réaliser le dashboard que vous voyez en fond, que vous verrez tout à l'heure, on a non pas une seule table, mais on en a 4. La première table correspond à l'année 2021, avec les données, le premier fichier Excel 2021, le deuxième fichier Excel avec les données de 2020, et ensuite j'ai fusionné les 2 jeux de données pour faire un cumul entre 2021 et 2020 pour pouvoir les comparer sur mes KPI. Voilà, donc ça c'est vraiment le périmètre de données que moi j'ai mis en place pour ce dashboard-là. Je ne vais pas vous montrer tout le processus parce que ça serait beaucoup trop long et en 25 minutes, on n'aurait pas le temps de voir l'essentiel qui est de créer un dashboard sexy, entre guillemets. Donc, mais dans l'idée, vous étonnez pas, on va exploiter ces jeux de données-là que j'ai déjà préparés en amont pour la présentation. Voilà, donc on garde à l'esprit, Power Query, ça permet de modifier le jeu de données, de réadapter aussi ces données en modifiant le typologie, en modifiant même les valeurs parfois, ou même en faisant des bandes de données. Si vous souhaitez regrouper certaines données, de faire ce qu'on appelle des group by, typiquement, c'est possible dans l'éditeur Power Query. Donc, une fois qu'on a mené ces actions, on vient en haut à gauche cliquer sur Fermer et Appliquer. Et là, toutes les opérations que l'on a mis en place vont se rajouter dans notre rapport Power BI. Donc là, la fenêtre Power Query se ferme et on a fini avec nos transformations de données. Hop, hop. Maintenant, comment ça s'organise dans Power BI? Donc, pour ceux qui n'ont vraiment jamais utilisé Power BI, l'interface est assez simple. Si vous êtes habitué à du Microsoft, vous allez vite vous y retrouver. Vous avez un panneau supérieur principal qui est du Excel-like, qui est comme Word, comme PowerPoint. Vous avez différents onglets. Le premier onglet qui est l'onglet Fichiers, qui permet tout simplement d'enregistrer, de publier vos rapports sur le web, de gérer vos options, vos paramètres. Vous avez un onglet Accueil, qui à partir de là permet typiquement d'accéder à vos données. Si on veut repasser sur l'éditeur Power Query, on a l'option Transformer les données pour venir remodifier en direct nos données. Donc là, nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire. On a l'onglet Insérer qui permet ici typiquement d'insérer des nouveaux visuels, d'insérer des images, des logos, etc. On a l'onglet Modélisation qui permet à la volée de créer des mesures. Donc, par exemple, si on souhaite créer une mesure qui fait la somme totale de tous les besoins de recrutement, c'est par cet onglet-là qu'on va venir gérer nos différentes mesures. On a l'onglet Afficher qui permet ici de gérer vraiment le format de votre rapport Power BI. Donc, par exemple, le mode page. Est-ce qu'on souhaite afficher notre rapport sur l'intégralité de l'espace disponible ou est-ce qu'on souhaite juste l'ajuster à la page, donc à la taille réelle de votre dashboarding? Est-ce qu'on souhaite afficher le quadrillage, par exemple? Donc, qu'est-ce que le quadrillage? C'est tout simplement le dessin. Hop, je sais pas pourquoi d'ailleurs, voilà, pour vous montrer. Le quadrillage permet ici de voir vraiment la répartition en carré de votre tableau de bord. Et ça permet aussi de gérer la taille et le positionnement de vos visuels. Donc là, par exemple, on voit que mon visuel, il prend 3 carrés par 3 et je peux l'aligner plus facilement que si je n'avais pas le quadrillage. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques que je vous conseille, c'est vraiment de cliquer sur le quadrillage pour vraiment avoir quelque chose de plus visuel et plus simple à mettre en place. Si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur Aligner à la ligne et en fait, ça va automatiquement, quand vous aurez fini de mettre en place vos rapports, d'aligner votre diagramme sur la ligne supérieure du quadrillage. Comme ça, vous n'avez pas aligné tout bien proprement en haut. Moi, j'aime pas trop parce que parfois, c'est un peu aléatoire comme ça se comporte. Mais si vous souhaitez que ce soit plus automatisé, vous pouvez tout à fait cliquer sur l'option Aligner sur la grille. Hop, donc ça, c'était pour afficher. Et ensuite, vous avez un onglet Aide qui permet de rediffuser sur des informations type communauté. Voilà. J'ai une petite question. Il y avait aussi l'option verrouiller les objets. Est-ce que c'est les verrouiller aux utilisateurs finaux ou Non, juste pour nous, pour que ce soit plus simple?
Voilà, en fait, c'est pour toi. Tu vois, par exemple, là, voilà. Si ici, j'ai pas cliqué sur verrouiller l'objet, je peux le déplacer comme je le souhaite. D'accord? Donc, je peux faire des erreurs de manipulation, entre guillemets. Si je clique sur verrouiller l'objet, ici, je ne peux plus modifier mon visuel et je peux juste, hop, ici, à la volée, rajouter de l'information, mais je ne peux rien faire. Ça va automatiquement se placer. Le verrouiller les objets, c'est pour lorsque tu vas faire ensuite de la mise en forme, par exemple, lorsque tu as mis en place tous tes graphiques, tu ne souhaites pas que par inadvertance, tu déplaces ton objet, tu cliques sur verrouiller l'objet et tu es sûr qu'il ne se déplacera pas. Tu peux continuer à modifier son contenu, etc., mais tu ne pourras pas le déplacer dans ton rapport. C'est juste pour ça. Mais en Ok, très effet, clair. après, en fait, quand tu publies le rapport, quand il est en mode lecture après pour tes utilisateurs, par défaut, quand tu es en mode lecture, tu ne peux pas modifier le contenu du rapport. Tu ne peux que le modifier quand tu es développeur. Donc voilà. Après, pour les utilisateurs, c'est transparent. Clairement, c'est transparent. Ok, très clair. Et ensuite, voilà, vous avez l'onglet Aide qui, pour le coup, vous permet d'aller consommer des blogs Power BI, des tutos, etc. Donc, c'est pas mal à ce niveau-là. Il y a quand même pas mal de ressources disponibles pour vos utilisateurs ou même pour vous. Hop, et d'ailleurs, vous avez vu, hein, mais quand j'ai mis en place, là j'ai cliqué, j'ai mis en place le graphique, on voit qu'il y a des onglets supplémentaires qui se sont rajoutés, qui vont vous permettre en fait de gérer typiquement, est-ce qu'on souhaite quand vous allez mettre des formes ou des images les unes par-dessus les autres, vous pouvez gérer l'affichage, est-ce que vous voulez reculer le calque, est-ce que vous voulez l'avancer, est-ce que vous voulez que ce soit en premier plan, en dernier plan, est-ce que vous souhaitez aligner des graphiques, donc par exemple si je prends l'exemple de 2 graphiques ici, hop, je vais en faire un deuxième. Hop, mes 2 graphiques, au lieu de les aligner à la main au-dessus, si je souhaite les aligner automatiquement, j'ai ici l'onglet format qui permet de les aligner directement en haut tout seul. Voilà. Donc, en fonction de sur quoi on est positionné dans le rapport, on a plus ou moins d'onglets qui vont se rajouter à votre disposition. Tac et tac. Voilà. Donc ensuite, donc là, c'est pour le menu supérieur. Vous avez à gauche différentes options, mais qui pour le coup ne vont pas nous intéresser. Vous avez une vue graphique. Donc là, c'est vraiment la vue rapport où on va créer notre dashboarding. Vous avez la vue qu'on appelle données. Donc ça, c'est vraiment la correspondance Excel dans votre jeu de données. On voit vraiment quelles sont les données associées à votre dashboard. Et vous avez ensuite la vue relation qui permet de visualiser quelles sont les relations qu'on a entre les différentes tables de votre jeu de données. Nous, on voit qu'ici, on a 5 tables. Je n'ai pas créé de relation parce qu'on n'a pas besoin. Mais si on parle de base de données, souvent, les tables sont liées entre elles avec plus ou moins d'informations qui dépendent d'une table à l'autre. Donc, nous, le sujet, ce n'est pas de gérer ces différents visuels-là, mais sachez que ça existe. Voilà. Nous, on va se focaliser sur la vue rapport et on va jouer du coup avec les filtres. Pas de souci, Fadila, pas de souci. N'hésite pas si tu as besoin, tu peux m'appeler. Voilà, tu n'hésites vraiment pas si tu as besoin. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Nous, on va vraiment s'intéresser aux onglets qui sont à droite avec le panel latéral. On a 3 possibilités. Soit l'onglet filtre qui permet de filtrer l'ensemble de la page, soit l'onglet visualisation, soit l'onglet champ. Donc l'onglet visualisation, c'est ici, c'est par ce menu-là qu'on va créer nos dashboards. Et l'onglet champ, c'est vraiment par cet onglet-là qu'on va venir rajouter nos champs dans nos visualisations. Hop. Je ferme la porte de ma chambre. Voilà. Donc, nous, comme je vous disais, on est sur un périmètre qui permet de remonter les besoins des métiers. Donc, nous, ce qu'on va mettre en place, c'est un dashboarding qui permet de consommer nos indicateurs qu'on a tout simplement ici. On veut venir consommer nos indicateurs de nombre de projets de recrutement, de nombre de projets saisonniers et de nombre de projets difficiles. On veut diffuser cette information-là de manière très agrégée, mais aussi, on veut aussi à la volée venir justement, on va dire, filtrer la donnée pour rajouter de l'information. Donc, si on part d'un besoin très spécifique, on veut tout simplement en premier lieu comparer on veut comparer le chiffre qu'on a en 2021 par rapport au chiffre qu'on a en 2020. Qu'on avait en 2020, pardon. Donc pour ça, on a un indicateur de performance clé qui permet de comparer ce qu'il y avait en 2020 et ce qu'il y avait en 2021. C'est exactement le KPI qu'on a juste ici. Donc l'idée, c'est de savoir comment on part de ce KPI-là, ce qu'on a ici, comment on part de ça et comment on arrive à ce type de résultat. Vous voyez que les données qu'on a ici, c'est exactement la même chose.
Donc là, on a notre indicateur qui est ici, qui n'est pas construit du coup. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite avoir le nombre de projets de recrutement qu'on avait en 2021. Donc ça, c'est notre indicateur principal. On souhaite le comparer à l'objectif de la cible. Donc nous, l'objectif, c'est ce qu'il y avait en 2020. Et on veut cette information-là par rapport à des années. Hop. Et on voit que là, typiquement, alors je crois que j'ai fait l'inverse, c'était ça, c'était l'inverse. On voit qu'ici, on est sur notre indicateur qu'on vient de créer à la volée. C'est exactement la même chose qu'on avait là. D'ailleurs, il faut que j'inverse les deux. Hop, 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 parce que l'objectif est là. Et ça, voilà. Très bien. Donc là, on a notre indicateur de base qui a été créé. Donc là, vous voyez, de cette manière-là, ce n'est pas super visuel. Il y a un titre qui a été généré automatiquement. Là, on parle d'objectif, alors que ce n'est pas forcément un objectif, c'est plus une comparaison. Donc, on va voir comment on modifie justement ce reporting, ce visuel-là. Donc, quand vous avez sélectionné votre visuel, vous avez dans l'onglet visualisation 3 sous-menus. Le menu champ, qui permet, comme je viens de le faire, de rajouter et de modifier les champs dans votre visuel. Vous avez le menu format et ensuite on a le menu analytique qui sont des fonctions d'analytique qui ne sont pas forcément très exploitées dans notre contexte. Nous, on va se focaliser sur le champ et sur le format. Le format est dépendant de chaque visuel. Donc là, les options que vous avez pour ce visuel-là vont être différentes quand vous allez sélectionner un camembert, un graphique en anneau, ou quand vous allez sélectionner un histogramme groupé, par exemple. Il faut bien garder à l'esprit que tout ce que vous avez ici, en option, va être différent que si vous faites de la cartographie, par exemple. Donc, là, on a plusieurs options. Le général permet de gérer la largeur, la hauteur de votre visuel. Vous avez la notion d'indicateur qui permet de gérer l'unité d'affichage de votre indicateur. Est-ce qu'on met en mode automatique? Est-ce qu'on veut faire apparaître en milliers, en millions? Est-ce qu'on veut faire apparaître en milliards, par exemple? Nous, on le met en mode automatique parce que ça nous convient très bien. Vous pouvez gérer la taille de votre texte à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez faire apparaître un plus petit? Est-ce que vous le faites apparaître un peu plus gros? Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on gère l'indicateur, tout simplement. Nous, on veut le faire apparaître en gras. Hop. On veut changer la police pour le mettre de manière calibrée. L'alignement, est-ce qu'on veut le mettre plutôt à gauche, plutôt au milieu? De cette manière-là, c'est très bien, ça nous convient. Vous avez la possibilité de faire afficher ou non l'icône pour savoir si c'est positif ou négatif. Et de la même manière, on peut gérer aussi la taille de l'icône. À savoir que l'icône va être modifiée. C'est soit on a un validé quand c'est positif, soit on a, je crois, un point d'exclamation quand c'est négatif, qu'on a une valeur qui est en baisse. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de modifier le KPI ici. On souhaite aussi modifier l'objectif. On ne veut pas qu'il y ait objectif qui apparaisse, mais plutôt, par exemple, année 2020. Hop, et on voit qu'automatiquement, ça a été modifié. On modifie, pareil, la police pour avoir une cohérence avec notre graphique. Et on peut modifier, si on le souhaite, la taille du texte pour faire apparaître un peu moins l'information et garder le visuel, vraiment l'information principale sur le KPI de l'année 2020. D'ailleurs, à ce titre, il faut qu'on lui rajoute un titre. Donc là, on voit que par défaut, ça nous a généré un titre qui n'est pas super pertinent. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dire nombre de besoins, plutôt nombre de projets de recrutement l'année 2021. À savoir que si on souhaite aller plus loin, on peut aussi venir dynamiser le texte ici. Si on est par exemple sur une notion de base de données, on peut venir dire que la valeur 2021 va être dynamique et va s'adapter en fonction de l'année à laquelle on va venir consommer le rapport. Donc si par exemple demain, ou du moins l'année prochaine, je viens utiliser mon rapport, si on est en 2022, du coup les données vont s'adapter et le titre va automatiquement changer de 2021 à 2022. Vu que là, nous, on est sur un fichier Excel, tant qu'on ne va pas venir rajouter de nouveaux fichiers Excel 2022, la valeur ne changera pas, donc ce n'est pas pertinent de le faire. Mais si on est sur une base de données, c'est super pertinent de le faire. Donc là, on a rajouté notre KPI. On a notre KPI principal qui récupère le nombre de recrutements pour l'année 2021. On voit que par rapport à 2020, on a beaucoup plus de besoins, on a quasiment à 10% de besoins en plus, donc ça, c'est super. Donc ça, voilà, on a une bonne information. Maintenant, cette information, on souhaite aussi avoir une répartition par type par catégorie, par famille de métiers.
on a un champ dans notre jeu de données qui s'appelle famille de métiers. Mais on veut aussi que cette information-là, on a une comparaison à côté par rapport à 2020. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un histogramme groupé à ce niveau-là. Hop. Donc là, pareil, hein, je me réaligne par rapport à mon diagramme. Voilà. Je le mets au même niveau. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut venir avoir un axe ici. On veut avoir un axe sur les familles de métiers. On veut que les familles de métiers soient représentées par rapport au nombre de projets de recrutement. Voilà, valeur. D'ailleurs, ce n'est pas celui-ci, nous on veut le libeller, qui est là, voilà. Donc là, on a une information qui est déjà super intéressante. Je vais agrandir pour la présentation. On voit que les fonctions liées à la vente et au tourisme sont une part hyper importante des besoins de recrutement de cette année-là. D'ailleurs, je n'ai pas pris le bon chiffre. Nous, on veut les chiffres. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc, tout cumulé, hop. Donc là, on a une information sur tout le cumul de 2021 et 2020. Là, la valeur que vous voyez ici, 2 millions, c'est 2020 et 2021 cumulés. Donc, nous, ce qu'on veut désormais, c'est d'avoir cette information-là, mais aussi diffusée par année. Donc, comment on le diffuse par année? On rajoute tout simplement notre champ ici, année, dans la notion légende. Et vous allez voir, il va nous rajouter automatiquement, pour chaque famille de métiers, une deuxième colonne. On aura une première colonne qui compare 2020 et une deuxième colonne qui compare 2021. Et qu'est-ce que ça permet de voir? Ça permet de voir que par rapport à 2021, par exemple, les besoins en tourisme ont baissé. On voit que les besoins d'ouvrir la construction de bâtiments, ils ont augmenté. On voit que les fonctions sociales et médico-sociales sont à peu près équivalentes. Donc là, on a l'info qui nous intéresse, qui est pertinente. Donc ça, c'est super. Parfait. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a envie aussi d'avoir une information de manière géographique ou même un top 5. Par exemple, on va avoir un top 5 des régions qui ont le plus gros besoin en matière de recrutement. Donc là, comment on fait? Pour faire un top 5, le plus simple, c'est de faire un tableau. Donc là, on va faire quelque chose de très basique. On va faire une table. Donc là, j'ai sélectionné ma table ici. Et vous allez voir, j'ai fait exprès de laisser une taille de page très petite pour vous montrer ensuite comment on modifie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ben moi, tout ce que je veux, tout simplement, c'est je veux le nom de mes régions, voilà, ici, et je veux leur associer le nombre de projets de recrutement en 2021. Voilà, parfait. Donc ça, je vais juste un peu réduire le temps de vous montrer. Donc là, j'ai toutes mes régions et j'ai tous les besoins de recrutement associés. Donc là, si on remonte à ce niveau-là, on voit que le top, c'est Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Voilà, parfait. Sauf que nous, on ne veut pas faire apparaître toutes les régions, on veut juste faire apparaître le top 5. Donc, pour faire apparaître le top 5, mais c'est très simple. On vient sélectionner notre tableau, ici. On a ici les filtres à ce niveau-là. Et quand on déplie les filtres, on voit qu'on a des filtrages de base. Et on a la possibilité de filtrer, par exemple, juste sur une région. Donc là, si je clique sur Auvergne-Rhône-Alpes, on voit que dans mon tableau, il n'y a que Auvergne-Rhône-Alpes qui apparaît. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un type de filtre N premier. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire on veut afficher les éléments, les 5 premiers éléments les plus hauts par rapport à mon nombre de projets de recrutement. On applique le filtre et là, on voit tout de suite qu'on a seulement le top 5 des régions qui apparaissent dans notre tableau. Donc ça, super, on a nos top 5 régions en France qui ont le plus gros besoin de recrutement en 2021. D'ailleurs, pour une question de visuel, on ne va pas prendre les régions, on va plutôt prendre les départements. Alors, c'est le nom département qu'il nous faut, voilà. Et on va, modifier. On va prendre ici les N premiers départements et on va les comparer par rapport aux besoins 2021. Donc voilà, super. Donc là, voilà, parfait. On a nos 5 départements. Alors, c'est volontaire du coup de faire les départements parce qu'après, on va appliquer les filtres et vous verrez que ce sera plus pertinent. Donc là, c'est très bien. On a notre top 5. On a déjà 3 informations intéressantes. On a le chiffre global en 2021. On a ce chiffre-là diffusé par famille de métiers et on voit l'évolution de la même manière entre 2020 et 2021. On voit les départements qui sont les plus demandeurs en termes de besoins de recrutement et on voudrait que ce visuel-là, il soit pas qu'en tableau, il soit aussi de manière graphique et de manière du coup cartographique.
Donc là, on voit qu'on n'a plus de place dans le rapport. Donc là, erreur de ma part, on aurait dû gérer la taille du rapport en amont. Donc comment on gère la taille du rapport? C'est très simple. Je ne sélectionne aucun visuel, juste je clique dans le vide ici, dans mon rapport, et vous voyez que j'ai quand même le petit bouton, le petit bouton format qui est disponible, et là j'ai différentes informations. J'ai information sur la page, que je peux venir renommer ici, exemple démo, et on va voir que ça va me renommer ma page en bas à gauche. Et je peux surtout gérer la taille de la page. Donc là, par défaut, on est en taille 16/9. Sauf que la taille 16/9, c'est seulement du 1280 par 720. Donc c'est assez petit, on va dire. Donc on peut passer sur un format personnalisé pour agrandir la taille de la page. Donc là, typiquement, moi, je vous conseille de rajouter de manière équitable entre la largeur et la hauteur le nombre de pixels. Donc nous, on va passer par exemple à 1400, même voire à 1600, hop, 80 pixels en largeur. Et on va rajouter du coup ici 1120 en hauteur. Et comme ça, on récupère de la place à droite pour rajouter justement nos différents KPI dont on va avoir besoin. Et là ensuite, une fois qu'on a mis en place qu'on a agrandi la taille de notre page, on va venir rajouter une cartographie. Donc on veut exactement la même information qu'on a ici, ok, donc le top 5 des départements par nombre de projets en 2021, mais on le veut plutôt de manière visuelle. Donc, au lieu de repartir de zéro, de recréer un tableau, de refaire un top 5, etc., vous pouvez tout simplement copier-coller, donc copier le visuel, faire un CTRL-V pour le coller ensuite. Et là, la seule chose que vous avez à faire, du moins dans l'idée, c'est de venir modifier le type de visuel directement dans le menu visualisation. Si on souhaite afficher non pas en format tableau, mais en format camembert, par exemple, on a juste à cliquer. Je veux en format entonnoir, j'ai juste à cliquer. Je veux en format carte, j'ai juste à cliquer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est en format carte, cartographie qui est juste ici. Hop, je vais agrandir pour que ce soit plus visuel. Voilà. Et on réadaptera après. Donc là, on voit que dans notre carte, on n'a aucune info qui apparaît. Pourquoi? Parce que de ce qu'on voit ici, les champs dont j'ai besoin, la transformation ne s'est pas faite correctement. Nous, ce qu'on veut, c'est que le nom des départements soit vraiment les emplacements de nos bulles qu'on souhaite faire apparaître sur la cartographie. Donc là, tout de suite, on voit que les départements ont bien été remis à leur place. On voit que les Hauts-de-Seine sont ici, on voit Paris à ce niveau-là, on voit justement hop, le Nord, et on voit la PACA et le Rhône. Donc d'ailleurs, là, il y a un petit bug, le Rhône n'a pas été mis au bon endroit, mais la cartographie Microsoft Bing, des fois, elle n'est pas très fiable, donc bon, c'est pas bien grave. Hop. Et là, du coup, hop, j'ai créé mon visuel, et je peux le déplacer pour le rajouter ici, pour rajouter de l'information. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est que à ce niveau-là, les bulles ne sont pas super lisibles. Donc, on va venir modifier le titre hop, de notre carte. On va l'appeler ça cartographie. Voilà, top 5, très bien. Voilà, ça s'est changé. Enzo, j'ai une petite question par rapport à ça. Oui. Du coup, ton tableau et ta carte ont les mêmes données. Est-ce que si par exemple il y avait une notion de filtre à rajouter, tu peux créer un filtre qui filtre les deux en même temps? Tout à fait, tout à fait. Ben, justement, j'y viens là, j'avance un peu rapidement. Je suis désolé, on va un peu dépasser. Vous êtes disponible ou pas encore? Si on dépasse de 10 minutes. C'est pourquoi? C'est pour là. Moi, de 10 minutes, ça va. 10 minutes aussi. pareil pour moi, ouais. Ouais, pas plus, ouais, après sinon ça sera trop long. Hop, donc là on va juste augmenter la taille de nos bulles pour que ce soit un peu plus vite. Bon, on va pas appuyer sur la taille des bulles, mais hop, on va augmenter un peu plus. Et là on voit voilà, notre répartition du top 5. Donc une fois qu'on a géré ça, on peut bien évidemment modifier le titre, etc. à ce niveau-là. On peut aussi modifier les couleurs. On le voit ici, hein, moi j'ai modifié les couleurs des années, etc. pour avoir quelque chose de cohérent. On a répété la même couleur pour chacun des graphiques pour justement garder une cohérence dans l'analyse de votre dashboard. Mais surtout, ce qu'on a rajouté, ce sont des filtres en haut ici. Vous voyez, à la volée, moi je peux venir sélectionner mes régions pour dire par exemple, je ne veux faire apparaître que Île-de-France. Alors hop, je les sélectionne ici. Je veux faire apparaître, par exemple, juste Île-de-France. Et là, à la volée, j'ai toutes les données qui ont été mises à jour. Et on est juste sur la région Île-de-France. Donc, on voit qu'en Île-de-France, on est seulement à 527 000 besoins de recrutement. On a le top des départements qui a été mis à jour. On n'a que des départements d'Île-de-France qui apparaissent ici. Et la cartographie, si on dézoome un peu,
on voit qu'on n'est que sur une bulle en Île-de-France, avec une répartition où on voit que, bien évidemment, Paris reste le département le plus demandeur en termes de besoins de recrutement. Donc, comment on met en place ces filtres-là à la volée? Je vous le disais, par défaut, on a des filtres et de l'interactivité native dans les dashboards Power BI. Si par exemple, moi je viens dans ma colonne ici, fonctions liées à la vente sur l'année 2021, si je clique dessus, vous allez voir, tout se met à jour automatiquement. Vous voyez le graphique ici mis à jour, mon top 5 s'est mis à jour et ma cartographie s'est mis à jour. Si je désélectionne, vous voyez que ici Bordeaux n'apparaît pas si j'ai aucun filtre présélectionné. Alors que si je clique sur le tourisme, on voit que le département Gironde apparaît. Donc ça, nativement, tous les dashboards sont interactifs entre eux. Si je clique sur le département Hauts-de-Seine, on voit que ça se filtre aussi à la volée et on voit la part de Hauts-de-Seine dans le graphique associé juste à gauche. Donc ça, par défaut, c'est compris. Mais nous, peut-être, parfois, on veut peut-être aller un peu plus loin où on veut utiliser des filtres qui ne sont pas disponibles dans les visuels. Donc, comment on fait ça? On a un visuel ici qui s'appelle segment, juste là. Hop, si on clique dessus, c'est un filtre à la volée, tout simplement, pour lequel on va venir donner un axe d'analyse. Donc, nous, l'axe d'analyse qu'on veut, par exemple, c'est les familles métiers ici, c'est ça, on va prendre ça, voilà, hop. Donc là, on voit que notre segment a été créé, et en fait, quand je viens à la volée cliquer sur une des cases, on voit que ça se filtre automatiquement. On peut venir prendre juste les fonctions administratives, on peut prendre juste les ouvriers du secteur de l'industrie, et si ensuite on peut même aller plus loin, on peut aller dans le détail, et on peut dire, ben moi, dans les ouvriers des secteurs de l'industrie, je ne veux pas tout le monde. Je veux juste, par exemple, les ouvriers qualifiés de type industriel. Et quand je clique, automatiquement, on voit que mon graphique s'adapte à mon besoin. Tous mes graphiques même s'adaptent à ma sélection de mon segment. Donc, ces segments, de la même manière, on peut les mettre en forme. Donc, quand je dis les mettre en forme, c'est soit on fait apparaître la liste complète de cette manière-là, mais si on le fait apparaître de manière complète, il faut qu'il y ait la place pour naviguer dans le segment, soit on le fait apparaître de manière Ok, hop, je suis de retour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, mais je te le répète, Elsa, lundi. Je ne sais pas pourquoi j'ai été coupé. Ok, donc voilà, là c'est pour gérer justement les segments. Et les segments, on peut en mettre autant qu'on veut. Bon, Enzo, est-ce que tu peux relancer le replay s'il a été désactivé? Bien vu, bien vu, On bien va vu. pour le jeu ce matin. Hop. Ah oui, c'est bon, il est relancé, c'est bon. C'est OK de compter C'est pour bon, le temps. Merci pour. Voilà, donc là, on a créé un premier segment sur nos libellés de famille. Maintenant, le segment, de la même manière, hein, au lieu de le refaire à zéro, vous avez juste à copier-coller un des segments déjà fait. On remplace les libellés métiers et on va mettre plutôt le nom du bassin qu'on souhaite filtrer. Et de la même manière, si on souhaite hop, rajouter ensuite un filtre sur les régions, tac, on vient ici, on supprime dans le champ à ce niveau-là nom bassin, on rajoute le nom de la région et on a nos 3 segments qui ont été ajoutés. Et de la même manière, il faut savoir que lorsque vous allez sélectionner par exemple la région Martinique ici, les données disponibles dans le bassin vont aussi s'ajuster. Les données disponibles dans les libellés de famille, métiers, vont aussi s'ajuster pour éviter de créer des filtres qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Si par exemple, vous mettez, je ne sais pas moi, la région Martinique et que dans les libellés de famille métiers, vous avez tout ce qui est lié à l'industrie, alors que ça n'existe pas en Martinique, vous allez avoir aucune donnée qui va apparaître dans votre dashboard. Donc, vu que tout était interactif, on voit ici, par exemple, que les bassins, ce ne sont que les bassins d'emploi de la Martinique qui apparaissent directement dans le dashboard. Donc ça, c'est un gros avantage de Power BI, c'est que vu que tout est lié, on peut aussi d'ailleurs tout délier, on peut ne pas tout lier ensemble, hein, mais comme par défaut tout est lié, on a vraiment quelque chose qui est assez interactif et assez fluide dans la manipulation.
Donc là, les segments, quand tu les crées, par défaut, il prend en compte l'ensemble des graphes que tu as mis. Exactement, il prend l'ensemble du rapport. Ok. Tous les éléments qui sont dans l'ensemble du rapport. Sachant que les segments, si on souhaite, on a des options de sélection, de points de sélection. Soit on est sur une sélection simple, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule donnée qu'on peut sélectionner. Donc là, tu vois, si je fais un contrôle, ça ne marche pas, je peux sélectionner qu'une seule région. Soit on passe en mode multi-sélection, avec ta touche contrôle, tu peux venir sélectionner Corse, hop, à la volée. Et tu peux aussi rajouter l'option tout sélectionner ici pour avoir toutes tes infos qui apparaissent. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on est sur les filtres qui permettent de filtrer à la volée l'ensemble de vos données. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce type de dashboarding-là, c'est que vu qu'on est sur 3 indicateurs qui sont assez similaires, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a mis en place ces 3 indicateurs-là, une fois qu'on a mis en place ces 4 visuels-là, qu'on les a mis en forme, etc. Moi, vous avez vu dans mon premier rapport, j'ai mis un fond qui est noir. Donc, le fond noir, typiquement, ça se gère au niveau du format de l'arrière-plan de la page. Donc là, par exemple, ici, on vient rajouter une couleur noire, hop, qu'on va venir mettre en transparence, par exemple, 32 ici. Et à ce niveau-là, on voit que la taille de mes graphiques ne sont pas identiques. Donc déjà, on va créer de la symétrie entre mes différents graphiques. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a mis en forme, on va pas aller jusqu'au bout parce que du coup, on n'aura pas le temps dans la présentation, mais une fois qu'on aura mis en forme l'ensemble de nos graphiques pour cet indicateur-là, qui est le nombre de projets de recrutement pour l'année 2021, on aura juste à les copier-coller. Ça, c'est une petite astuce qui est super sympa du coup. On n'aura plus qu'à les copier-coller. Hop, voilà. Et la seule chose qu'on aura à modifier, du coup, c'est l'indicateur qui est associé justement à nos différents visuels. Donc là, par exemple, on n'est non plus sur un projet de recrutement, mais on est sur un projet de recrutement dit difficile. Hop. Donc la seule chose que j'ai à modifier, c'est à ce niveau-là, c'est mon indicateur. De la même manière, ici, on ne veut plus le nombre de projets de recrutement tout court, on veut le nombre de projets de recrutement difficile, et hop, on rajoute. Et au moins, la mise en forme, elle ne bouge pas. Vous gardez une cohérence dans la taille de vos visuels, dans la couleur de vos visuels, et vous allez juste gagner du temps en gardant cette logique-là, et surtout dans l'analyse, une fois que l'utilisateur aura compris que ici on compare l'année en cours par rapport à l'année précédente, qu'ici on compare l'année précédente et l'année en cours sur un axe de famille métier, que là on a un top 5, que là on a une représentation graphique. Une fois qu'il aura compris une première ligne comment l'analyser, il va comprendre automatiquement comment analyser les deux autres. Voilà. Donc ça, c'est le gros avantage. Autre chose à savoir aussi, c'est que dans les options de mise en forme de vos visuels, il y a tout un tas d'options. Bien évidemment, hein, on voit ici, hein, là j'ai plein d'options. Là, j'en ai encore plus, forcément. Là, j'en ai un peu moins parce qu'on est, enfin même plus parce qu'on est sur un type tableau. Sur la cartographie, j'ai d'autres options de visuels. Mais tous mes visuels ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas d'arrière-plan à ce niveau-là. Il n'y en a aucun qui a d'arrière-plan, et tous les titres, etc., sont affichés en blanc pour justement ressortir sur la couleur noire de notre fond de rapport. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous mettez en forme votre dashboarding, le fond juste blanc, ça permet parfois c'est pas très clair pour la lisibilité, et d'avoir justement un fond un peu plus noir et de faire ressortir sur des couleurs plus claires vos visuels. On identifie tout de suite où s'arrête un diagramme, où commence un autre, et on a tout de suite une information un peu plus précise associée à l'analyse. Donc là, vous voyez que typiquement sur les KPI, j'ai aussi rajouté des logos. Donc pour ajouter un logo, il n'y a rien de plus simple, hein, vraiment dans Power BI, c'est super intuitif. C'est dans votre onglet Insérer, vous avez le bouton Image juste ici, qui permet de venir récupérer typiquement le logo Knowledge Center. Et on voit ici qu'on peut venir rajouter notre logo à la volée sans aucune difficulté. Si vous souhaitez rajouter un titre global dans votre dashboard, vous avez une zone de texte. Et la zone de texte, elle fonctionne exactement comme sous Word, par exemple. Donc là, on va faire besoin de métier, par exemple, besoin de recrutement. Hop, et à partir de là, vous pouvez mettre en forme votre titre, changer la police, changer sa taille, par exemple. On va le mettre, nous, de couleur blanche, le titre. Pourquoi? Parce que la transparence, l'arrière-plan, on va le supprimer. Hop, et on a notre titre qui apparaît juste ici. Si vous souhaitez rajouter de l'information supplémentaire, du blabla pour, on va dire, compléter le titre, vous pouvez aussi, en dédoublant soit votre zone de texte, soit en le rajoutant directement ici dans la zone de texte existante,
vous pouvez tout à fait rajouter ici de l'info, mais le mettre dans un format différent. Vous avez juste à sélectionner votre texte que vous souhaitez mettre en forme et vous baissez par exemple la taille de la police et vous voyez, dans une même zone de texte, on a 2 textes avec des formats différents. De la même manière, pour vous montrer comment j'ai mis en place cette barre-là, ici, tout simplement cette barre, il n'y a rien de plus simple, c'est on a des formes à disposition à ce niveau-là, et on a une forme ligne qui permet ici, par exemple, de séparer la zone de texte et la zone de notre dashboarding. Et là, comment on met en forme notre ligne, hop, on réduit sa taille, et on peut venir ici, grâce à l'option plan, venir modifier sa couleur, par exemple, et le mettre en épaisseur 4 ou 3. Non. Hop, et hop, voilà. Donc, bien évidemment qu'après, il faut modifier chacun des graphiques, supprimer à chaque fois les arrière-plans, etc., de mettre les titres en blanc pour faire, comme je l'ai fait ici, ressortir l'information. Mais vous voyez que facilement et simplement, on rajoute des images, on joue avec les codes couleurs pour garder une cohérence. On sait que dans les 3 graphiques, 2020, ça apparaît d'un vert très clair et 2021 d'un vert kaki. On sait qu'à droite, on a un visuel sur le top 5 des départements et sa représentation de manière cartographique. Et on a surtout ici des notions de filtres qui permettent à la volée de venir consommer de la donnée et d'affiner surtout notre information pour, par exemple, ne voir que des informations sur les carrossiers automobiles. Et on peut voir d'un coup d'œil quels sont justement en Île-de-France les départements qui ont le plus besoin de carrossiers et d'ouvriers du secteur de l'industrie. Voilà. Donc, grâce à des choses très simples, vous avez vu, on n'est pas du tout sur un dashboard très complexe, on est sur des couleurs assez basiques, etc. Mais typiquement, le noir, ça sort aussi un peu de l'ordinaire, de ce qu'on voit de manière générale dans les dashboarding. Et il ne faut pas hésiter, avec justement toutes ces notions-là de logo, de couleurs, etc., d'apporter un peu plus d'informations, de la cohérence. On voit que pour le KPI saisonnier, on a rajouté un petit logo avec un petit soleil et un petit pamplemousse pour rappeler le côté été saisonnier aussi, par exemple. Le nom de projet de recrutement avec une petite loupe pour la recherche. Le logo en haut à droite pour ajouter de l'information, pour dire ma source de données aujourd'hui, on est sur un fichier Excel du gouvernement, par exemple. La dernière date d'actualisation, elle date d'hier à 8h26. Et toutes ces infos-là font qu'en finalité, on va avoir un dashboard qui est réussi, qui est sympa dans la consommation, qui est visuel, avec des couleurs, des logos pertinents et surtout, des graphiques qui sont parlants pour l'utilisateur. Donc, c'était un choix de montrer quelque chose d'assez simpliste, d'assez basique, mais malgré tout, on reste sur un dashboard qui plaît, qui permet d'avoir de l'info pertinente, et voilà. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Parce que je vois, j'ai dépassé encore de 3 minutes, donc je ne vais pas aller plus loin, mais est-ce que tu as des questions, Jaurès, typiquement? Oui, mais bon, sûrement, ça pourrait être un autre sujet. C'est après la conception donc, de ce dashboard-là, la phase de, je dirais, reporting ou de publication, donc de mise à disposition. S'il Alors, y en a fait, besoin de serveurs, s'il y a des choses derrière. ça, typiquement, je vais t'expliquer rapidement, ça ne prendra pas longtemps, mais je t'inviterai du coup à aller voir le replay associé à Power BI où j'explique ça plus en détail. Mais dans D'accord. l'idée, en fait, tu as la possibilité, soit tu as un serveur interne Power BI Reporting Services dans ta structure IT, donc tu as un serveur dédié où tu vas venir publier ton rapport Power BI, soit tu vas le publier sur le cloud de Power BI directement chez Microsoft. Là, on va publier sur powerbi.com en fait. En fait, quand tu veux le publier, tu as accès via app.powerbi.com ici. Tu as accès au reporting. Moi, je me connecte avec mon tenant de chez mon client. Hop. Tu te connectes avec ton adresse mail et tu retombes en fait sur l'application app.powerbi.com. On a un site web aussi Power BI chez Clanic, on l'a. Et en fait, tu le retrouves ici. Donc là, moi, je suis en anglais parce que c'est plus simple pour moi. Mais tu as des espaces de travail, en fait, des workspaces ici. Et moi, je l'ai publié dans mon espace de travail personnel. Et tu retrouves en fait dans ton espace de travail personnel le fameux reporting qu'on vient de créer. Et en fait, quand tu viens le consommer, tu retrouves exactement, tu vois, la même chose. Et en fait, tu peux, à partir d'ici, consommer ton reporting, utiliser tes filtres, etc. et le mettre aussi à disposition de tes utilisateurs.
Voilà, donc tu as deux solutions pour aller très vite. Tu as deux solutions. Soit tu le pousses sur le cloud de Power BI directement, soit tu le pousses sur un serveur dédié. Donc, c'est très rare. Sincèrement, ce scénario-là est assez rare. Mais il faut savoir que quand tu le pousses, tu le mets à disposition dans le cloud et tous les membres de ta société, donc typiquement si tu le publies sur Clanlic, tous ceux qui sont membres de Clanlic peuvent accéder à ce reporting-là à condition que tu leur donnes accès. Voilà. Ok, cool. Tu avais une question, Vincent? Ouais, mais en fait, ça a un peu répondu à ça. C'était savoir si tu pouvais nous partager le lien de ce dashboard pour le voir en mode utilisateur. Bien sûr, ben, carrément. Ben là, moi, j'ai mis chez mon client, chez Marfret, mais je vais le pousser sur le tenant, enfin sur l'environnement Clanlic. Comme ça, vous aurez accès à tous les deux. Et je vous enverrai je l'enverrai à tout le monde d'ailleurs. Comme ça, tout le monde aura accès. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Et après, j'ai d'autres questions, mais on pourra en discuter demain. Mais en tout cas, c'est très très cool, quoi. Ouais, voilà, exactement. Après, souvent, 1 heure, ça suffit pas pour rentrer vraiment dans le détail, hein, mais dans l'idée, vous avez vraiment les bases. Surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que Power BI, c'est vraiment fait pour des personnes qui ne sont même pas informaticiennes initialement. Donc, même si vous n'avez aucune compétence, on s'y retrouve très facilement. Et il suffit un peu de jouer avec pour qu'en l'espace de 1 ou 2 jours, tu puisses sortir quelque chose de. Je ne dis pas que tu pourras sortir ça en une journée sans avoir eu de formation, mais tu auras au moins des bases pour sortir un équivalent. Voilà. Voilà. Mais n'hésite pas, du coup, Jean Jaurès, hein, si je t'enverrai le lien du replay si tu veux sur les bases même de Power BI, Ouais. comment c'est construit, quelle est la logique derrière. Donc voilà, n'hésite pas. Ouais, ce serait parfait. Bon, ben, nickel, voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous garder plus longtemps. J'ai déjà bien dépassé et je pourrais encore dépasser pendant 1 heure facilement. Mais le but, c'est pas de vous retenir. Je pense que je ferai même une deuxième session pour compléter un peu tout ce que j'ai dit, pour aller peut-être un peu plus loin sur certains éléments. J'ai pas pu du coup tout évoquer. Mais vous avez au moins une bonne couche, une première couche théorique, aussi une première couche pratique. Et de manière générale, Vincent, tu le sais, mais Jean Jaurès, je te le dis, si vous avez des questions, tu hésites vraiment pas à me solliciter en direct, à m'appeler. Si je suis dispo, je t'aiderai avec grand plaisir. Pas de souci. Voilà. Merci. Voilà. Bon, bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Et Jean Jaurès, je te dis à bientôt. Et Vincent, du coup, bah, je te dis à demain. Ouais, c'est bon. À Voilà. bientôt. Ouais. Allez, merci Allez. messieurs. Passez une bonne soirée du coup. Au Ouais. revoir. Jean Jaurès, je t'invite à compléter le questionnaire. Ça marche. C'est bon. Allez, Voilà. à toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.